Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom est Christine Bartik. Je suis vice-rectrice ici à l'ULB. Je suis en charge de l'année thématique 2019-2020. Et au nom des membres actifs au comité de pilotage de l'année thématique, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Donc, l'université a choisi de placer cette année sous le sigle des langues, en mettant un focus plus sur deux aspects. Un qui est le multilinguisme, qui n'est pas l'objet de l'invitation de ce soir, mais il y avait aussi l'autre focus qu'on voulait mettre, c'était sur les langues autochtones, avec un accent plus particulier sur les langues africaines, parce qu'on a un réseau très actif de chercheurs à l'ULB qui arrive sous le logo, le sigle de Afrique at ULB. Nous trouvions donc que c'était l'occasion de mettre la recherche de tous ces collègues un petit peu en avant, en ayant certaines activités autour des langues autochtones. Donc pendant l'année, il y aura différentes conférences qui auront lieu, des débats sur différents thèmes. Donc le prochain débat va être un sujet de grande actualité, c'est quelle langue pour l'Europe après le Brexit. Nous ne savons pas s'il y aura Brexit au 25 novembre, mais c'est un sujet sur lequel on peut revenir moult fois peut-être sur l'année. On aura aussi des débats sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la traduction. Il y aura également une exposition, donc là vous serez tenus au courant, il y aura une exposition qui aura lieu au mois de février-mars sur le cycle de vie d'une langue. Donc il y aura pas mal d'activités. Birgit est également extrêmement active au niveau du montage de cette exposition. Donc nous avons un site web qui est indiqué sur l'information que vous avez eue. Et normalement, vous avez dû recevoir l'Esprit libre du mois où il y a toutes les activités déjà programmées qui sont présentes. Il y a aussi le logo du site web maintenu par Éléonore d'une manière professionnelle. C'est un boulot assez lourd. Et vous allez pouvoir voir toutes nos activités qui se trouvent là également. Donc, je propose peut-être juste avant de donner la parole à Birgit pour qu'elle puisse vous présenter notre conférencière de ce soir, et on remercie chaleureusement qu'elle soit venue du Grand Nord pour nous retrouver ici en Belgique. C'est si Marie-Soleil voulait dire un petit mot sur le réseau Afrique at ULB. Merci beaucoup. Donc, le réseau Afrique at ULB, voilà, il y a des petits dépliants ici que vous pouvez faire circuler et vous distribuer. Et donc, c'est un jeune réseau qui a été créé il y a 2 ans par les chercheurs de l'ULB qui travaillent soit sur l'Afrique, soit qui ont des projets de coopération en Afrique. On s'est rendu compte, en faisant un premier travail d'identification, qu'en fait, il y avait des chercheurs travaillant sur l'Afrique dans presque toutes les facultés de l'ULB. Donc, c'est un réseau qui est fondamentalement multidisciplinaire, qui va des sciences de la santé à l'archéologie, à l'anthropologie, en passant par la botanique. Et donc, dans le cadre des activités de l'année des langues, on va avoir cette année plusieurs activités qui seront consacrées à des questions qui peuvent intéresser les chercheurs qui travaillent sur l'Afrique et en Afrique en relation avec cette thématique des langues. Alors, comme nous sommes un réseau multidisciplinaire et qu'il faut trouver une porte d'entrée pour faire se rencontrer des chercheurs qui travaillent dans des disciplines très variées, Afrique at ULB a décidé de travailler avant tout sur des questions méthodologiques. Donc des questions qui peuvent être partagées par des chercheurs qui partagent le même terrain. Et donc, on a lancé tout un travail depuis maintenant plus d'1 an sur plusieurs outils méthodologiques, entre autres l'outil de l'entretien. Et donc, on va cette année avoir au courant décembre un atelier de doctorants où les doctorants vont partager la question des traductions et de l'utilisation de langues locales sur leur terrain et la manière dont eux, après, doivent pouvoir traduire ces contenus dans des langues occidentales, le français ou l'anglais, qui leur permettent de véhiculer la connaissance scientifique. On aura aussi le 24 octobre une autre conférence avec l'année des langues. On accueille un collègue linguiste rwandais qui viendra aussi partager avec nous ses réflexions sur la question de la traduction dans les projets de coopération et dans les projets de collaboration Nord-Sud. Donc on aura cette année aussi en février, aux alentours de la Foire du Livre, Afrique at ULB a toujours une activité en lien avec les auteurs africains invités à la Foire du Livre. Donc voilà, si vous souhaitez être informé de tous ces événements, vous verrez les coordonnées du site sont sur le petit dépliant et on vous invite à vous inscrire, soit comme membre, soit comme sympathisant du réseau. Voilà.
Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Birgit Riquet, donc, qui est notre collègue qui s'intéresse tout particulièrement aux langues africaines, qui a un projet, un très très beau projet qui s'appelle Bantu Rivers, avec lequel je crois que ses doctorants doivent être présents. Oui, ils sont présents ce soir. Et c'est Birgit qui, avec la suggestion également de notre collègue Michael Kissine, a souhaité inviter le professeur Lübke pour venir nous parler ce soir. Donc, Birgit, je te la laisse la présenter. Bonsoir. C'est avec beaucoup d'honneur et avec plaisir que je vous présente Friederike Lübke, qui est professeur à l'Université de Helsinki et professeur associé à l'Université de Londres, donc au School for African and Oriental Studies. Elle est spécialiste en langue de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Djalanke, j'espère que je le prononce bien, et les langues Baïnouk. Elle est aussi spécialiste en contact linguistique et le multilinguisme, dont elle vous parlera ce soir. L'année des langues de l'ULB coïncide pour quelques mois au moins avec l'année internationale des langues autochtones de l'UNESCO. Et avec cette première tribune, nous avons voulu faire le lien entre les deux. Sur son site, l'UNESCO explique la nécessité de mettre les langues dites autochtones en avant et insiste sur l'urgence de leur documentation, leur application dans des domaines divers tels que l'enseignement et même leur revitalisation. L'UNESCO est sombre. Plus de 2300 langues du monde, ou bien plus d'un tiers, seraient en voie de disparition. Dans ce contexte, le multilinguisme reçoit plutôt une connotation négative puisque c'est un danger potentiel pour les langues vulnérables. Mais au lieu d'entrer dans un débat sur la véritable nécessité de protéger des langues menacées ou sur le côté paternaliste de ce discours, nous avons opté ce soir d'écouter une voix positive. Friederike Lübke nous expliquera que face à cette situation actuelle des langues du monde qui se retrouvent de plus en plus en contact plus qu'auparavant, elle nous montre que les langues sont flexibles et s'adaptent aux nouvelles circonstances. Elle se focalise ainsi sur la créativité des locuteurs et part d'un afrocentrisme et non d'un point de vue occidental. Elle nous amènera aussi à une réflexion sur le mot autochtone, un terme qui est choisi par l'UNESCO pour des raisons bien compréhensibles, mais qui provoque en même temps un sens d'inégalité. Voilà, avec cela, je laisse la parole à Friederike Lübke qui nous parlera en français et m'a promis aussi dans quelques autres langues. Voilà. Maintenant, je dois vraiment le faire. Merci beaucoup pour cette introduction parfaite. J'ai presque plus besoin, en fait, de tenir ma conférence. Mais justement, ce que j'essaie de faire ce soir, c'est de reconceptualiser ce concept de langue autochtone et ce contraste binaire imaginaire qu'il présuppose, parce qu'on a autochtonie qu'en contraste avec la colonisation. Parce que sinon, s'il n'y a pas colonisation, les autochtones sont tout simplement les habitants de chez eux et qui n'ont ni besoin de protection et qui ne sont, on n'espère, pas marginalisés. Donc, quelques préliminaires. Quand on dit langue autochtone, on évoque souvent des langues en danger et des situations de diversité linguistique violemment réduites qui existent. Et qui existent surtout dans les contextes où, en fait, la colonisation a créé des nouveaux États où les envahisseurs se sont imposés, ont imposé leur langue et aussi leur système d'organisation sociale, donc notamment dans les Amériques, en Australie, aussi en Europe, à travers une colonisation interne, par exemple en Finlande, où je vis maintenant, et où on a soit
exterminé les autochtones physiquement ou où on a supprimé par la force leur langue, où on les a démunis de valeur, où on a en fait créé un vrai génocide d'hommes et femmes et de langues. Par contre, il y a aussi des contextes qui présentent une situation un peu différente. Et l'Afrique en fait partie pour des raisons géopolitiques. Par exemple, le fait en fait, qu'elle n'ait pas été exposée à une colonisation, settlement colonization, à la grande échelle, avec quelques exceptions bien sûr, et qu'il y a eu une installation des pouvoirs coloniaux très récemment. Et donc, quand on regarde l'Afrique, on constate que l'Afrique est toujours une Afrique très multilingue. L'Afrique abrite entre 2000 et 3000 langues, un tiers ou plus de l'inventaire des langues, de l'inventaire de diversité linguistique mondiale, ce qui est immense. Les langues sont aussi diverses entre elles et je mets vraiment l'emphase sur cela parce que très souvent, quand je dis oui, l'Afrique est très plurilingue, on me dit oui, mais c'est des dialectes avec quelques différences minimales. C'est un stéréotype qui prévaut dans l'imagination publique. Donc j'insiste à vous dire que c'est aussi des langues d'une grande diversité structurelle qui appartiennent à 6 grandes langues, familles linguistiques et plusieurs petites familles linguistiques. Ça change selon les modèles. Réparties sur 54 pays, ce qui fait que même le plus petit pays de l'Afrique, la minuscule Gambie, compte 11 langues sur ses 2-3 millions d'habitants. Et le Nigeria, avec plus de 500 langues, abrite le plus grand nombre de langues nommées. Donc, voilà un trésor de diversité linguistique. Néanmoins, il y a eu une transformation dramatique qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, qui est associée à la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle, qui a en fait terminé la mainmise sur l'intérieur de l'Afrique avec comme résultat une répartition des pays d'Afrique dans les territoires tenus par les pouvoirs européens. Et quand on regarde les langues officielles des États-nations qui ont été créés, il est directement visible que les conséquences sont toujours là, car il y a une très forte association entre langue de pouvoir colonial et langue officielle des pays indépendants. Est-ce qu'on peut donc supposer un contraste binaire avec langue autochtone d'un côté et langue coloniale de l'autre côté? Et est-ce qu'on peut en fait faire le constat que les langues coloniales sont les instruments d'exclusion, d'aliénation, de domination, tandis que les langues autochtones, en fait, sont les moyens authentiques d'exprimer les cultures africaines? Est-ce qu'il est vrai que les langues coloniales sont les langues qui sont munies de prestige et de capital culturel, tandis que les langues autochtones sont dépourvues de ressources? Oui, on peut le dire, mais en même temps, ce contraste binaire ne capte qu'une partie des réalités très complexes. Elle capte une réalité dans laquelle les Africains sont les victimes de la colonisation. Mais peut-être il faudrait aussi regarder comment les Africains sont des agents de leur destin et comment ils ont interagi, réagi, subverti les transformations coloniales.
Et donc, quand on veut faire cela, il faut se poser la question, wat is een spraak? Wat is de betekenis of spraak? Van spraak, of spraak. C'est très difficile pour quelqu'un de plurilingue de rester dans le cadre d'une langue standard. Donc, voilà, il y a toujours des glissages. Donc, je vous donne une définition qui, je suppose, va vous être familière. Une langue est un complexe de formes linguistiques parlées sur un territoire précis. Et quand on regarde la carte de l'Europe, bien sûr, ça colle. On peut très bien déterminer les territoires. Il y a des frontières précises. Et une langue a des locuteurs natifs. Je ne connais pas du tout ce livre, j'avoue, mais quand j'ai cherché l'image de locuteur natif sur Google Search, c'était une des premières images. Et elle vous dit, bien sûr, que en fait, on n'est pas né locuteur natif, on le devient. Et en fait, locuteur natif, ou native speaker, is a total misnomer. Parce que être locuteur natif, dans les systèmes de pensée occidentaux, c'est vraiment lié à l'écriture et aussi à une forme d'écrit particulière qu'on doit apprendre. Et bien sûr, pour avoir une telle langue, il faut une académie. Bon, l'Académie française a au moins Dany Laferrière qui veille sur la pureté, et je suis sûre que vous vous comportez tous bien et dites point d'enregistrement et pas hotspot, jamais. Et donc on peut avoir des répercussions qui passionnent les gens même sur Twitter, le cordialement gate, la guerre du circonflexe. Tout ça fait partie d'avoir une langue. Et quand deux langues coexistent, bon, je suis à Bruxelles, toi je veux dire plus. Ça devient compliqué et surtout élicite très souvent des émotions très négatives, pas seulement sur les sens interdits. Ce regard influence la perception. Et maintenant, je vais vous amener dans la cour de Babel, ce qui est dans ce cas le titre d'un documentaire qui a été fait sur une classe d'accueil à Paris. Donc une classe d'accueil qui abrite les enfants migrants et qui sert à les aider à apprendre le français. Et donc, on va regarder une petite séquence. Maria, comment est-ce qu'on dit bonjour en arabe? Sabah al-khair. Oksana. En Ukraine? Oui, en ukrainien. Добрый день. Добрый день. Est-ce que c'est bien? Oui. Ni hao. Ni hao. Ni, ça veut dire que toi, dis, ha, ça veut dire que bien. Bon. Sri Lankais? Oui. Ayubovan. Voilà. Madame, moi je ne peux pas écrire en Wolof, madame. Oui. Alors, mais dis-le, comment tu dis bonjour en Wolof? On dit salam alaikum. Salam alaikum. Non, madame. Salam alaikum. Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays. Oh. Oui, mais salam alaikum. Vous n'êtes pas présente. Mais c'est pas ton problème. C'est pas bon. Tu peux te mettre.
Madame, c'est quelqu'un qui est chrétien, en Égypte, qui est chrétien, il ne peut pas dire salam alaikum. Salam alaikum, ça veut dire salam. Salam, c'est musulman. Mais elle est pas musulmane. Les musulmans, ça veut dire pas bonjour. Madame, si tu pars en Afrique, on n'a pas les mêmes langues que eux. Nous, on a souci. Soussou, Malinké, Bambara, Djoula, c'est les mêmes. On a toutes les autres langues. Eux, ils ont leur langue aussi, mais leur langue, c'est libyen. Elle ne peut pas nous dire que nous, on est salam. Si nous, on a appris que, quand on était petit, si on a appris qu'on devait dire rentrez, assalamu alaikum. Après, quelqu'un dit salam alaikum, salam. Ça veut dire quelque chose bien. Mais c'est bonjour, ça veut dire bonjour. Ça remplace bonjour. Mais on ne sait pas arabe, il ne sait pas lire bien les choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien les choses. Tu ne reconnais pas parce que ça c'est vrai. Ah, moi aussi je fais l'anglais. Toi tu fais l'anglais. C'est quoi l'anglais? J'ai dit le musulman c'est anglais. Nous tous on connaît le mot arabe. Mais c'est là on parle. Elle a dit elle parle anglais. D'accord. Elle écrit anglais, mais le salam alaikum ne peut pas être écrit en anglais parce que c'est comme ça. Tu rigoles pas, ça c'est vrai. Attends, si tu devais traduire mot à mot. Ah, je ne sais pas, madame. Madame, moi je peux écrire en mauritanien seulement. Alors, en mauritanien, on dit Yakalbash en Mauritanie. C'est le cœur à toi. Yakalbash. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Une séquence est déjà une triple dépossession. C'est en fait une scène assez violente, je trouve. Et à chaque fois que je la regarde, je la trouve plus violente. Parce que Rama, elle est déficitaire, hein, à tous les comptes. Elle n'écrit pas sa langue. Elle ne sait pas saluer dans sa langue. C'est l'arabe, hein, et encore, ce n'est pas le bon arabe, et elle n'a pas le droit. Et surtout, en fait, la plus grande question, elle est dans une classe d'accueil alors qu'elle vient d'un pays francophone, dont l'agence de la francophonie se vante. Donc, c'est donc quoi une langue africaine? Est-ce qu'elle conforme à ce regard, à cette perspective? Et si on veut poser cette question, il faut poser la question, entre autres, de c'est quoi une langue autochtone? Et, par conséquent, c'est quoi une langue coloniale? Parce que les deux sont les mirror images. Et bon, là, je vais me citer moi-même dans mon livre que j'ai coécrit avec Anne Stoy, où on a pris une citation d'un très célèbre linguiste, Max Weinreich, qui travaille sur le yiddish et qui disait « A language is a dialect with an army and a navy ». Ça, c'est la version occidentale. Et en Afrique, cette image de langue autochtone, c'est un dialecte avec un missionnaire et un dictionnaire. Et je ne vais pas insister beaucoup sur ce point parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont écrit sur l'invention coloniale des langues africaines. Il y a eu Martin Mavis, Jan Blommet, Judith Irvine, Cécile van den Aven, Moradewon Adejun Mubi, Sinfri Makoni, moi-même. Donc, juste un tout petit aperçu de ce processus. À l'exemple du Bambara, qui est une langue parlée au Mali, parce que je vais aussi revenir sur le Bambara dans plusieurs instants. Donc, il y avait un administrateur colonial, Maurice Delafosse, qui a beaucoup travaillé dans l'Afrique occidentale française, qui s'intéressait beaucoup aux langues, et qui a vraiment
with one pen stroke, d'un trait de machin truc, créer le Bambara. Ce qui a d'ailleurs été écrit par un anthropologue, Charles Bazin, à chacun son Bambara. C'est un très beau article. Donc, il a pris des étiquettes qui existaient et il les a remplies avec une signification selon une logique qui lui était familière. Donc, il y a des ethnies et chaque ethnie a sa langue. Et donc, il y a des ethnies qui sont proches. Et donc, on va en fait réunir les variantes parlées par ces ethnies qui sont considérées proches sous le terme d'une langue. Et donc, il créait la langue, d'abord, il a appelé mandé, ensuite, il différenciait entre la famille des langues mandées et la langue mandingue. Mais la langue mandingue est toujours un construit colonial dont les interprétations restent flexibles. Et parce que chaque langue doit avoir son système d'écriture, bien sûr, il fallait inventer un système d'écriture pour cette nouvelle langue, Bambara mandingue, qui devait être écrite différemment au français et qui ne pouvait pas non plus être écrite en arabe. Il y avait une écriture en arabe qui était en cours, comme dans beaucoup de parts de l'Afrique occidentale. Et là, je vous donne quelques exemples. En fait, est-ce que ça marche avec le micro ou bien? Oui? OK. Et donc, cette activité était le début d'une succession de standards. C'est les différents standards qu'on a imposés successivement aux locuteurs, ou plutôt aux écriteurs du Bambara, du mandingue. Et avec une rupture qui s'est passée avec la dernière version, qui est toujours celle en cours, celle de Niamey, où on n'utilise plus les diacritiques pour différencier entre les qualités de voyelles, entre O et O et E et E, mais où on utilise les diacritiques, les accents, pour différencier les tons. Et du coup, il faut en fait introduire d'autres symboles pour représenter ces voyelles. Et donc, vous voyez le standard en cours qui est assez différent de tout ce qui s'est fait antérieurement. Et ironiquement, c'est le standard actuel qui est le moins utilisé. Et je tiens ici à vous rappeler que ceci n'est pas un exemple isolé, qu'on peut dire que la plupart des grandes langues africaines qu'on connaît maintenant, qui sont bien consolidées, sont en fait des inventions coloniales. Une partie de ce que Valentin Mudimbe appelle « the invention of Africa ». Et donc, Sintry Makoni dit que, ironiquement, donc, si les langues indigènes autochtones sont le résultat des interventions coloniales et la superposition des catégories occidentales sur un univers linguistique et culturel qui était assez différent, le plus qu'on agit en faveur des langues autochtones dans cette logique, le plus on réinscrit une mentalité coloniale. Et en fait, il y a beaucoup de sociolinguistes qui travaillent sur l'Afrique en ce moment, qui nient la validité du concept de langue pour l'Afrique. Cécile Canu, Anne Storch, et qui veulent remplacer le concept de langue par le concept de répertoire. Moi, je suis à cheval entre les deux, comme vous allez voir, parce que les langues ont été nommées, ont été enregistrées en tant que catégories dont on peut parler, dont on connaît les traits emblématiques, ont été territorialisées avant la colonisation. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment voir comment, au lieu de dénoncer, voir comment, en fait, en Afrique, les acteurs occidentaux et africains interagissent avec ces notions et ces visions de langue. Et donc,
les visions, au pluriel, de langue. Commençons par la version qui est vraiment directement inspirée, en fait, par cette vue coloniale occidentale des langues. Ma langue ne s'écrit pas. Donc, ce manque d'écrit, l'absence de l'écrit en tant que déficit. I've called Bainuk speakers guilty illiterates. Parce que ils étaient des locuteurs, ou ils sont des locuteurs plurilingues qui écrivent plusieurs langues dans leur répertoire, mais ils n'écrivent pas leur propre langue. Et donc, automatiquement, selon la logique ethno-nationaliste, c'est en déficit. Et est-ce que c'est vrai que les Africains n'écrivent pas? Est-ce que quelqu'un a une idée de quelle langue il s'agit ici? Mais est-ce que je peux demander peut-être à quelqu'un de lire à haute voix les débuts de ce petit... Hein? Oui, Allez-y, lisez s'il vous plaît, juste pour qu'on vocalise. Makala on t'aime plus aujourd'hui Souniou Mbegul, Bou, Yokul, Dou, Messou, Wagnekou. Les mannequins sont très nombreux, mais voilà. Je ne sais pas si mon collègue qui a reconnu le Wolof me dit si je prononce correctement. Vous lisez couramment le Wolof. Donc, quand je montre ce petit extrait d'une page Facebook à une audience au Sénégal, après avoir demandé aux gens s'ils écrivent leur langue, en généralement la réponse est non. Je montre cet extrait, tout le monde peut le lire. En fait, ce système d'écrire le Wolof est répandu, pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique, réparti selon les conventions orthographiques des langues coloniales. Parce que, en fait, vous étiez capable de lire ce Wolof parce qu'il suit les conventions orthographes du français et ensuite aussi des conventions qui sont particulières pour les pratiques numériques. Ça, c'est un exemple de cette année où on travaillait avec un groupe de villageois issus du village d'un peu partout en Afrique occidentale où on travaillait sur l'autoreprésentation et l'autodocumentation. Et le problème était le même. On démarre la collecte des données et l'hésitation. Ah, je voudrais écrire ce texte, mais je ne sais pas écrire ma langue. Je peux seulement l'écrire en français. Et donc là, j'ai demandé à l'auteur, Ansoumana Camara de Guinée, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu rédiges des petites notes? Comment tu écris les lettres personnelles? Elle dit, oui, j'ai un système, mais ce n'est pas vraiment écrire ma langue. Je dis, mais tu utilises ce système parce que quand tu l'écris, tu écris ta langue. Et donc, le résultat est ce texte et une collection d'autres textes qu'on a en fait mis en ligne comme ça. Et ce qui n'a pas trop plu aux mondéistes qui auraient préféré voir le standard respecté. Et vous voyez, en fait, on dit souvent que les gens écrivent sans règles, c'est du n'importe quoi. C'est le chaos total. Mais en fait, c'est des systèmes qui sont assez réglementés et qui ont des conventions qu'on peut dater, qui datent des standards différents, dont les gens se servent d'une manière consistante et qui sont en fait transférés dans un contexte sans support scolaire ou éducationnel. Seulement en fait dans les contextes informels et qui ont créé en fait une littératie assez solide. On dit souvent que
cette manière d'écrire est assez récente, et une version corrompue par les usages numériques. Mais en fait, cette méthode d'écrire est aussi ancienne que le contact avec les systèmes d'écriture occidentaux. Fiona McLaughlin a observé ce même usage dans un manuel écrit par un Sénégalais au milieu du 19e siècle. Ici, vous avez le premier linguiste mandé issu d'Afrique occidentale, Moussa Traoré, qui est assez mal connu parce que, justement, son système d'écrire, qui n'était pas très vu favorable par les linguistes, pas par Maurice Delafosse, avec lequel il collaborait, il faut le dire. Donc Moussa Traoré était un tirailleur, il était interprète de l'armée française, et il collaborait avec Maurice Delafosse, l'administrateur colonial, et en fait, il rédigeait le premier dictionnaire Bambara. Donc, il prenait les étiquettes proposées par Delafosse, les catégories linguistiques, mais il les subvertissait en même temps, parce que Delafosse imposait un standard très strict. Il voulait unir la langue, tandis que Traoré tolérait la variation. Donc, vous voyez, par exemple, pour Jean, vous voyez 3 variantes différentes. Et aussi, dans son ouvrage, l'orthographe n'est pas fixe, donc on voit beaucoup de variations. Et en même temps, il utilise cette orthographe qui suit les conventions du français. Donc, il n'y a en fait pas de différence entre ce qui est dans la colonne de gauche et ce qui est dans la colonne de droite en ce qui concerne les associations sans lettres, sans graphèmes. Et donc là, vous voyez les conventions qu'ils utilisent et qui sont assez phoniques, donc qui sont transparentes aussi pour les écriteurs du français. Cette manière d'écrire, cette approche à une langue qui ne la met pas à part, qui ne la valorise pas à travers l'écrit, était très mal vue et l'est toujours. Ici, vous avez un témoignage par un autre mondéiste qui dit que vraiment, on ne peut pas tirer profit de cet écrit. C'est illisible, on ne peut pas le lire. Ça, c'est un verdict qu'on entend souvent. À chaque fois que je présente cette manière d'écrire, on dit « mais ce n'est pas lisible, les gens ne peuvent pas lire ça ». Alors que vous-même venez de faire la preuve que c'est en fait très facile de lire. Mais bien sûr, en tant que locutrice, vous savez, vous connaissez la signification des formes. Donc, il faut demander qui est le lecteur envisagé. Pourquoi est le texte censé illisible? Est-ce que c'est à cause des caractéristiques linguistiques ou est-ce que c'est à cause d'une attitude particulière à une langue? Et surtout, qui a l'autorité de juger? Et quand un Africain dit « je n'écris pas ma langue », quel jugement, en fait, fait-il? Est-ce que c'est un jugement qui vient de ses pratiques ou est-ce que c'est un jugement qui est fait en dialogue avec une idéologie linguistique particulière? Néanmoins, malgré l'absence de reconnaissance, cet usage est pas seulement très persistant, mais aussi très ancien. Donc, il se trouve dans les réseaux sociaux, il se trouve sur les CD, les paroles de musique africaine. Mais il est aussi très ancien parce que c'est le même système qui caractérise une des plus anciennes formes de littératie africaine, l'écriture adjami. Ça veut dire l'écriture des langues autres que l'arabe, en caractère arabe, qui s'est répandue avec l'islam. Et
qui en fait suit ce modèle où on a une convention d'associer un son à une lettre qu'on peut appliquer à un répertoire entier sans différencier entre les langues. Et donc, c'est un modèle d'écrire qui est bien sûr très avantageux pour des contextes hétérogènes, plurilingues, où c'est en fait très coûteux de maintenir les frontières entre les langues et d'apprendre des standards et des associations sans lettres différentes. Maintenant, passons à l'autre cas. Il faut écrire ma langue. Cette idée est aussi très répandue en Afrique. Et une autre raison de ne pas nier l'existence des langues en Afrique. Il y a langue, mais il y a répertoire, mais il y a aussi des contextes où on envisage l'idée d'une langue. Et je vous présente un autre acteur africain, guinéen, Souleymane Kanté, un philosophe, linguiste, activiste, qui a de son côté aussi repris l'idée du mandingue créée par Delafosse pour la remplir avec une identité culturelle mandée, opposée en fait à l'éducation et les systèmes de valeurs imposés par l'administration coloniale. Et pour cela, il inventait un système d'écriture particulier, l'alphabet Nko. Donc là, vous voyez en fait Nko, ce qui veut dire I say, je dis, dans la plupart des langues mandées, écrit Nko. Et vous voyez que cet alphabet est très inspiré par l'arabe. Souleymane Kanté était musulman. C'est écrit de droite à gauche. Et l'esthétique est très proche des caractères arabes. Et donc, Kanté, dans ses écrits, est très clair sur ses intentions. Il dit la langue que parlent les mandingues est Nko. Donc, la langue, c'est l'écrit. Mais, contrairement à Delafosse, lui aussi tolère la variation. Il propose une langue unifiée qui est basée, bien sûr, sur sa variante native, celle de la Guinée, et donc qui sert de base, mais dans les cours dispensés dans les classes Nko, les locuteurs, en fait, apprennent toutes les formes des variantes locales et ils apprennent en fait les correspondances entre sons réguliers et ils apprennent aussi à lire dans leur variante locale. Ça veut dire l'écrit est unifié et sous-différencié, mais chacun peut l'interpréter selon sa localité. Ce besoin d'écrire une langue et d'écrire sa langue vraiment avec un système qui n'est pas associé à une autre langue devient de plus en plus en vogue, devient un besoin de plus en plus aigu dans les dernières décennies. Et ici, il y a un autre exemple, l'écriture Adlam, qui a même reçu le support de Microsoft et qui a été inventé très récemment par deux frères qui ont fait les études aux États-Unis, Abdullah et Ibrahim Bari, et qui ont inventé ce système d'écriture pour écrire leur langue, le Pulaar, une langue en fait qui a une des plus anciennes traditions écrites de l'Afrique, qui est écrite dans les caractères arabes, donc en adjami depuis au moins le XVIe siècle. C'est de là qu'on a les premiers documents. Et ici, je vous montre en fait un exemple d'utilisation de l'adjami du nord du Cameroun. Donc, nous avons vu qu'il y a des visions de langues différentes, qui coexistent en Afrique et qui servent des besoins très différents.
Maintenant, parlons un peu des visions de langue qui sont liées à leur territorialisation. Comment on imagine qu'une langue soit associée à un endroit précis. Et là, je vous amène au Sénégal, dans le territoire Baïnouk. Et donc, je vais me laisser emporter un peu parce que c'est quand même une situation sur laquelle j'aime bien parler. Et donc, je vous amène dans un petit village Baïnouk, dans la cour, une autre cour de Babel en fait, de ces deux couples et leurs étrangers. Entre eux, ils parlent une vingtaine de langues dont ils partagent peut-être 4 ou 5. Et langue ici veut dire aussi dialectes qui sont très liés, comme plusieurs dialectes, néerlandais, flamand, et aussi des langues qui sont vraiment typologiquement, génétiquement très 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 différentes, aussi loin l'une de l'autre que le finnois et le français. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans la cour pour prendre le thé et bavarder? Vous allez écouter. Et vous n'allez pas comprendre, mais vous allez pouvoir apprécier la diversité du répertoire parce qu'il y a les sous-titres qui vous affichent les langues. Qu'est-ce qui se passe ici? On a en fait affaire à une modalité très différente d'utiliser les langues qui n'est pas liée du tout à cette notion catégorielle que nous, les Occidentaux, avons très souvent des langues, mais plutôt une conceptualisation des identités et des interactions linguistiques qui est relationnelle. Mais commençons par le catégoriel. Donc, j'ai une langue. Et idéalement, je n'ai qu'une langue parce que j'ai une identité, c'est celle de mon passeport. Je parle la langue de mon passeport. Parfois, il y a 2 langues. Et non, ne revenons pas là. Parce que ça pose des problèmes, comme les nationalités duales, etc., selon cette logique nationaliste. Mais quand j'ai une identité relationnelle, je peux en fait performer des identités par des moyens sémiotiques assez divers, mais entre autres les langues, bien sûr, quand je suis plurilingue, selon mes besoins du moment. Donc, cette femme a en fait 2 noms et 2 identités parce qu'elle a subi un rituel d'infertilité. Et quand une femme, Baïnouk, surtout en Casamance, c'est répandu, ne peut pas avoir d'enfant, on la pense possédée d'un esprit, d'un mauvais esprit. Et donc, il faut qu'elle subisse un undercover treatment. On lui donne une nouvelle identité. Elle doit habiter ailleurs pour que l'esprit ne la trouve pas. Et donc, très souvent, c'est aussi une identité ethnique et linguistique différente. Et donc, elle garde ces 2 identités, ces 2 noms pour le reste de sa vie. Elle peut aussi signaler qu'elle est musulmane par avoir un prénom, un nom de famille musulman. Mais dans d'autres contextes, elle peut être plutôt
Baïnouk, et donc avoir une religion locale qui est basée sur la vénération des ancêtres. Et donc là, elle ne va pas utiliser son nom chrétien et elle va utiliser une autre langue. Elle peut en même temps être chrétienne. Elle peut, en parlant Diola, indexer qu'elle est Diola. Elle peut indexer en parlant Baïnouk qu'elle est Baïnouk. Donc ce problème de est-ce que c'est ma langue ne se pose pas parce qu'en performant, elle peut en fait être celui qui est un locuteur de cette langue. Néanmoins, les langues sont associées à des endroits. Bien que les habitants sont plurilingues et ont des échanges intenses, mariage, confiage des enfants, mobilité économique. Comment on associe maintenant les langues à un endroit? Je vous donne l'exemple du village où se situe la petite vidéo, Dibonker en français, un Baïnouk, dit Beher. Et donc, c'est quoi la langue de Dibonker? C'est Gu-Beher. Et donc, les habitants sont les Ou-Unyan-Beher. C'est comme la France, je parle français, mais il y a une grande différence. Parce que, en fait, ça ne veut rien dire sur la langue précise, ça veut seulement dire que c'est la langue des habitants. Et si les habitants s'identifient en tant que Baïnouk, ça va être une langue Baïnouk. Et s'ils changent d'affiliation, la langue de l'endroit va aussi changer. Et les gens peuvent en fait s'identifier différemment selon les contextes. Et comment en fait on peut avoir une idée de ce qui est la langue d'un endroit? Bon, il y a un grand contraste qui est très répandu à travers l'Afrique, qui est celui des maîtres des terres, les hôtes, les premiers venus, les autochtones et les étrangers. Donc, très souvent, on trouve des villages qui ont été fondés par un groupe familial, pas un groupe ethnique en fait. On a affaire à une réinterprétation ethnique maintenant. Et ce groupe contrôle les terres et a le droit d'installer les étrangers. Et les hôtes sont les descendants des fondateurs. Donc c'est eux qui donnent la langue associée à ce village. Et c'est selon leur identité, selon comment on perçoit leur identité, qu'on va identifier la langue du village. La langue patrimoniale est associée avec les hôtes. Les étrangers ne la clament pas, même quand ils la parlent. Et en fait, ce n'est même pas désiré que les étrangers, donc les nouveaux venus qu'on installe, mais qui n'ont pas en fait les mêmes droits que les autochtones, on ne désire très souvent même pas que ces étrangers s'intègrent. Donc c'est vraiment le contraire aux imaginations géopolitiques en Europe où on insiste sur l'assimilation linguistique. Non, ici ce n'est pas désiré parce que quand un nouveau venu parle et clame la langue, il devient un hôte, il devient un maître de terre. Donc en fait, il peut prendre le pouvoir. Donc c'est très souvent les autochtones qui sont les plus plurilingues parce qu'ils gardent la langue patrimoniale pour eux et pour les contextes très bien délimités, sacrés, les rituels quand on parle aux ancêtres, quand il s'agit des droits de terre, ainsi de suite. Bien sûr, il y a l'interaction avec des concepts d'identité plus récents, comme l'ethnie, qui est une mini-nation, en fait. Et donc, cette deixis patrimoniale où la langue qu'on associe à une localité est seulement celle des descendants des fondateurs et elle n'inclut pas, elle n'encompasse pas tous ceux qui habitent dans cet endroit, change
et devient une deixis ethnique ou ancestrale, où on imagine que la langue ethnique est la langue qui a toujours été parlée dans cet endroit, par les ancêtres. Et c'est la langue qui, idéalement, doit être parlée par tout le monde. C'est en fait la logique de l'État-nation. Et bien sûr, les étrangers, comme l'a très bellement décrit l'anthropologue Carola Lenz, les étrangers favorisent la transition au modèle ethnique parce que ça efface les traces d'historicité, les traces de seniorité et de statut inférieur. Et je vous donne un exemple en fait d'une carte qui a été écrite selon le nouveau modèle ethnique qui, bien sûr, aussi est en train de prendre de l'envergure au Sénégal, surtout en fait avec le mouvement pour les langues autochtones, parce que il faut maintenant avoir une langue et un territoire reconnu pour être reconnu en tant que minorité au Sénégal. Et donc, il y a une grande réinterprétation des faits. Et donc là, c'est une carte créée par un linguiste français, Serge Sauvageau, qui est basé sur ses recherches dans les années 60, qui encapsule cette perspective ethnique de territoire qui était composé par un groupe homogène, mais qui ne l'est plus. Parce que vous voyez, il y a des villages entièrement baïnouks, villages où cohabitent les baïnouks, villages où l'on trouve les baïnouks, et aussi villages où les baïnouks n'est parlé que par les vieillards, et les jeunes utilisent encore le baïnouk en famille, mais parlant une autre langue à l'extérieur. Donc là, toute hétérogénéité est interprétée en tant que déclin. Donc, ne correspondant pas, en fait, à la réelle hétérogénéité qui est aussi toujours là, et en l'interprétant en tant que perte. Mais nous avons commencé, en fait, à étudier l'histoire des micro-migrations, et il y a beaucoup de travail à faire encore. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est l'inverse. Donc, les villages, par exemple, où Sauvageau dit, et les gens disent aussi, parce que ça correspond maintenant à leur imagination politique, que le baïnouk est en déclin, sont très souvent des villages fondés très récemment. Ici, le village d'Ifangor, où travaille mon collègue Nicolas Quin, a été fondé au début du XXe siècle par des migrants venus s'installer d'un village au nord et qui ont accueilli des étrangers, comme on le fait pour en fait créer un village viable. Et le village où moi je travaille constitue un cas pareil, aussi fondé au début du XXe siècle, quand les gens sont venus d'un village de 20 km en fait, au sud, qui est maintenant abandonné. Et ce processus est toujours en train de se renouveler, car je suis en train d'observer, par exemple, une situation où des anciens étrangers qui étaient installés, qui étaient des réfugiés, en fait, de la guerre d'indépendance de Guinée, donc, qui on avait donné des terres, étaient répartis quand la guerre de sécession de Casamance devenait vraiment grave. Et maintenant, leurs enfants sont revenus en clamant les terres, en disant « c'est nos terres ». Donc, c'est nos terres, c'est notre possession individuelle. Et donc, en fait, ils s'installent en tant que les maîtres des terres, tandis que pour les baïnouks, ils sont les étrangers. Et donc là, on voit la naissance d'un nouveau village Diola. Et ces contestations et ces mobilités sont en train de continuer. Et bien sûr, aussi en changeant, en s'adaptant à des nouveaux régimes de land tenure, de droits fonciers, qui sont plus individuels.
Maintenant, revenons un peu à ce contraste langue autochtone, répertoire et vision de langue, et regardons dans quel contexte, en fait, les gens réclament les langues. Donc, où est-ce qu'on peut dire que, ici, on conceptualise vraiment une langue qui a un contexte bien précis et où on tient à un respect de forme bien précise. Et dans beaucoup de contextes d'Afrique occidentale dans lesquels j'ai travaillé, ces contextes sont par exemple les contextes rituels, où on évoque les droits de terre, où en fait on rentre en contact avec les esprits, qui sont très souvent les esprits des ancêtres. Et donc il faut parler les langues des ancêtres. Mais même dans ces cas d'ailleurs, il faut dire que ce n'est pas toujours une même langue qu'on utilise, parce qu'on a les cas, par exemple, d'hôtels qui sont installés, ça veut dire un hôtel Bainouk qui est installé dans un village Diola pour créer une alliance. Et donc, quand on fait un sacrifice dans l'hôtel, on parle en fait la langue de l'esprit. Et donc, ça, c'est les contextes les plus prescriptifs qu'on peut s'imaginer, en fait. Les contextes religieux en font aussi partie, avec les grandes religions associées à des langues différentes. Et en ce qui concerne l'islam, il n'est pas seulement associé à l'arabe, qui est bien sûr la langue centrale, mais aussi à des langues bien précises qui servent de langue de dissémination du Coran et qui sont aussi devenues des langues bien solides parce qu'il y a des traditions écrites qui se sont créées autour pour la Hausa, pour le Peul, pour le Mandingue, pour le Swahili, etc. Et bien sûr aussi pour les églises catholiques. Très souvent, il y a des conventions linguistiques qui dépendent en fait des langues de traduction de la Bible et des langues des prêtres, des traditions localisées ou régionales. Ensuite, il y a les institutions nationales. Donc ici, vous avez, comme quand on veut avoir une langue, il faut avoir une académie. Donc l'Académie malienne des langues, à Malan, qui aussi fait bien attention à respecter le standard. Donc c'est un des quelques contextes très rares où on peut voir le Bambara écrit dans sa forme standard, que personne ne sait lire d'ailleurs, parce que c'est pratiquement pas enseigné. Et aussi des situations quand on demande du respect. Donc, comme j'avais promis à Birgit parler en plusieurs langues, je vais vous lire ce petit dialogue. Donc ici, il y a un linguiste malien qui a posté une vidéo de Voice of America qui reporte sur la situation, le conflit entre Donald Trump et Kim Jong-un en Bambara. Et évidemment, le petit descriptif n'est pas écrit en Bambara standard. Donc, les linguistes maliens qui postent taguent un autre linguiste européen en disant « Tu ne vas pas aimer le non-respect de l'orthographe Bambara par Voice of America ». Le linguiste européen réagit en Bambara standard, moins les accents. « Aïe! Uka sabenchogomani peo! Ah, that way of writing is really shit. » Sorry. Le linguiste malien répond « Ah, tu peux bukan sabenchogo dedans ou mabali kukalanke. » Ah, mais c'est la manière des Toubabs, donc des Blancs, d'écrire notre langue. Ils ne sont pas éduqués. À cela, le linguiste européen répond « Non, c'est pas des Toubabs. Toubabumani sebe, malidendo. Non, c'est pas des Toubabs qui ont écrit ça, c'est des Maliens. » Et
le linguiste malien répond « Malidendon, Djigné, Tarigou ou Tasuma. » Et en fait, je ne peux pas lire ça parce que j'ai mal placé la barre qui devrait... Oh! Non, mon Dieu, j'ai la permission. Donc, vous n'allez pas regarder. Non, mais j'ai demandé la permission d'Ibrahim. Hein. Donc, ce qui se passe, donc, il y a une grande critique, n'est-ce pas? Voice of America, d'ailleurs, ce linguiste a lancé une pétition pour forcer Voice of America à décrire le Bambara dans la version standard. Mais qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il écrit dans l'orthographe francisant. Donc, lui-même fait ce qu'il déplore chez Voice of America. Et c'est en fait très récurrent de ce forum et sur beaucoup de sites Internet qu'on critique le non-respect de l'orthographe alors qu'on ne le fait pas soi-même. Et en fait, comme je connais très bien ce linguiste, qui est un ami, je lui ai posé la question. Et il me dit, oui, mais tu sais, moi, je suis Peul. Le Bambara, je n'ai pas appris le standard et je m'en fiche parce que je ne m'identifie pas tellement avec le Bambara. Mais Voice of America devrait respecter le standard. Parce que Voice of America, jamais il se permettrait d'écrire en français ou en anglais comme ça. Donc, s'ils veulent qu'on respecte leur langue, il faut qu'ils respectent nos langues. Voilà les contextes de réclamation de langue, où il s'agit des contextes où il y a une grande importance, soit pratique, soit symbolique, d'une langue. Mais par ailleurs, il y a des contextes très fluides et adaptatifs. Et c'est ces contextes, en fait, qui ont amené certains linguistes à nier la notion de la validité du concept des langues. Je vous amène encore en Casamance, sur une page Facebook, un petit échange que, encore, vous pouvez tous lire, parce que vous savez tous lire le français, donc votre prononciation sera formidable. Et donc, où des amis parlent entre eux en disant « Les Brinois Kasumai » les seigneurs de Bujilobe, Wadirem Funa Fafu, Samagaye Bugnalen. Donc, les gardes bruns, salut, et salut, monkey, singe, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez bu ce jour-là? Oh, mes gars, je vous aime. Et donc, si on veut, on peut maintenant mettre des étiquettes. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de questions en ce qui concerne la validité des étiquettes. C'est qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qui est emprunté, qu'est-ce qui est code switching. Et les formes, très souvent, sont très ambivalentes, comme gai, par exemple, qui peut être en fait une forme tronquée de gagne, ce qui est lion en Wolof, ou peut-être anglais guy. Il y a beaucoup d'anglicismes dans le langage des jeunes. Donc, cette fluidité est ce qui caractérise en fait les interactions du quotidien. Et là, les frontières entre langues et aussi les rôles des langues sont très différentes que dans les espaces comme Voice of America, Académie malienne des langues, où la forme a une très grande importance. Ici, il s'agit vraiment de la créativité et d'utiliser un répertoire où on clame en fait toutes les langues et où le français n'est pas une langue qui a un rôle colonial ou un rôle d'oppression, mais qui est intégré ludiquement dans les répertoires. On voit la même chose dans les contextes fédéraux. Et les contextes fédéraux peuvent commencer en fait en famille, comme dans cette cour, où il y a des enfants d'une famille avec quelques visiteurs, deux qui viennent en fait de la maison à côté. Et vous voyez, là, j'ai juste donné les abréviations des langues dans les répertoires pour vous montrer que les différences entre les répertoires sont assez grandes. Et donc, ces enfants vont continuellement naviguer les répertoires en fonction de leur locuteur et ce qu'ils savent sur leur locuteur, et en fonction de ce qu'eux, ils savent dire.
Et finalement, la culture populaire. Pour commencer avec, pour finir plutôt, avec un peu de fun. Jusque de... Voilà. Moi je veux un gars pour me garer. Moi je veux pas pour me marier. Moi je veux un gars pour me garer. Je suis pas dedans mais si t'es venu pour me marier y'a foy, on va s'enjailler mais si t'es venu pour me garer walai, on va se laisser. Si t'es venu pour me marier y'a foy, on va s'enjailler mais si t'es venu pour me garer walai, on va se laisser. Moi je veux un gars pour me garer. Moi je veux marier. Pour me marier. Moi je veux un gars pour me garer. Je suis pas dedans. Un gars, un mari. Moi j'aime mon rôle pour être. Donc un message spécial pour les hommes dans l'audience de la part de cette rappeuse ivoirienne. Donc là, vous avez vu, et dans les paroles, et en fait dans l'écrit que vous avez vu dans la vidéo, les frontières sont complètement fluides. Hein. Faut pas me garer, donc on peut mélanger standard du français et une transcription phonétique. Et ce qui tient, c'est les descriptifs de la vidéo. Donc, il ne faut pas me garer pour dire au Mogo. Mogo, c'est les gens en Bambara, Mandingue, Dioula, d'officialiser leur relation avec les Mousso. Mousso, c'est les femmes. Si le Moro sait qu'il ne va pas officialiser, il ne faut pas qu'il job l'ago. Il n'a qu'à la libérer. Hein? Et donc, vous voyez, il y a un ludisme qui nous ne permet vraiment pas de dire que le français est une langue coloniale qui est opposée à une langue autochtone qui exprime une expérience culturelle authentique. Ça, c'est authentique et c'est changeable et c'est vivant. Conclusion. Je ne vais pas vous garer. Comment interagir avec les idées coloniales? C'est vraiment une question difficile qui nous perturbe tous en linguistique africaine, aussi en documentation, en description du langage, dans les études africaines. Comment interagir avec les idées coloniales? Bon, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de ce contraste binaire autochtone, on s'insère toujours dans un cadre colonial. Donc, on part toujours d'une expérience de colonisation. Et c'est en fait une perspective qui réduit aussi nos interlocuteurs à cette expérience. Mais bien sûr, cette expérience existe, seulement elle ne nous offre pas, en fait, une image complète. Donc, il faut comprendre que le contraste autochtone colonial ne s'applique que dans une perspective coloniale quand on parle en fait de la colonisation et de son impact qui est toujours là. Aussi, il est colonial d'imposer des idées linguistiques issues de l'âge du romantisme national ailleurs. Ça, c'est clair. Mais il est aussi colonial d'exiger que les colonisés défassent les effets de la colonisation. Donc, très souvent, et ça, je trouve un peu dangereux, on veut vraiment créer un discours ou une vue d'authenticité, d'héritage qui doit revenir en arrière vers une époque idéalisée d'avant la colonisation. Et bien sûr, ce n'est pas possible. L'histoire est faite et aussi les colonisés ont interagi avec cette histoire, n'est-ce pas? Et ont trouvé leurs propres moyens de la gérer. Donc, c'est quoi mon issue de ces cours? Bon, je trouve que vraiment, quand on parle autochtone, le danger est justement d'assumer ce regard paternaliste et de réduire l'autochtone dans un état de victime.
Et accorder de la gentilité, pour moi, est un rappel de ne pas faire cela, de ne pas, en fait, être néocolonial dans nos approches. Et en tant que linguiste, je propose que ça doit nous amener à différencier entre les contextes et les rôles que joue le standard, les répertoires et ou les langues, et de ne pas prédéterminer en fait ce qui est une langue autochtone et ce qui est une langue coloniale en fonction de nos idées et nos stéréotypes. Et aussi prendre au sérieux les pratiques, donc pas nier les pratiques. Genre, les Africains n'écrivent pas tant que l'Afrique est remplie d'écrits. C'est écrit sur les murs. Mais aussi les revendications symboliques et les liaisons, les liens complexes des pratiques et des idéologies, des idées que les gens se font. Et ne pas assumer non plus qu'il y a une correspondance 1 à 1. Et le dernier mot, je veux le donner à Rama, la fille qui était dans la première cour de Babel. Donc si on veut appliquer ce regard maintenant, il faudrait peut-être conclure par dire Rama n'a pas une, mais plusieurs langues. Et comme la plupart des plurilingues, elle écrit seulement une sélection de ses langues. Ça veut dire qu'elle a peut-être de l'espace pour une ou deux langues, probablement l'arabe et le français. Mais probablement elle écrit beaucoup de son répertoire, mais pas dans un contexte langue. Et étant donné qu'elle est autochtone, le français est aussi sa langue. Parce qu'elle est autochtone et elle parle le français. Donc, par extension, elle peut s'approprier le français. Et quand on lui nie ça, en fait, c'est aussi une violence. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour cette conférence qui a bien secoué, je pense, notre idée de ce que c'est une langue. Est-ce qu'il y a des questions? En Nigeria, on parle l'anglais et on parle aussi beaucoup de langues autochtones, mais l'anglais n'est naturellement pas exactement l'anglais de l'Angleterre ni de l'Amérique. Donc là aussi, c'est un aspect du non-binaire. Et en plus, il y a un créole, ce qui s'appelle Pidgin, Nigerian Pidgin. Là aussi, c'est une dynamique. Vous avez certainement des idées sur les créoles et sur ces different Englishes aussi, et les différentes formes de français. Mais bien sûr, tout ce que je viens de dire sur la francophonie tient bien sûr aussi sur le Global Englishes. Vous n'avez pas parlé des créoles, par exemple? Non, parce que c'est très complexe, mais en fait, je vous invite implicitement, à travers cette conférence, de regarder un peu plus toutes les langues en tant que créole et de normaliser la notion créole. Parce que les usages fluides que je vous ai montrés, en fait, quand elles deviendront enregistrées, dans le sens de AGA, unregistered, elle devient un registre, donc une langue. Ben, en fait, les créoles, je crois, on a prêté trop d'attention aux créoles parce que, d'abord, parce que les créoles violent l'esprit de pureté, n'est-ce pas, qui prévalait à l'époque, et aussi parce qu'à cause de leur contexte de création, et aussi parce que le mélange est très visible dans les créoles. Et ce n'est pas par hasard que la créolistique a commencé à étudier les langues qui ont une très grande distance génétique typologique. Normalement une langue indo-européenne et plusieurs langues
du Sud. Et c'est là aussi d'ailleurs que les études des alternances codiques ont commencé, hein, toujours avec les plus grands contrastes parce que c'est plus facile, mais aussi cette facilité de définir les éléments dans les créoles ou bien dans le code switching swahili-anglais masque la grande hétérogénéité à l'intérieur de ce qu'on appelle après anglais ou swahili, qui est très hétérogène. Et donc, pour l'anglais au Nigeria et le pidgin, je dirais que c'est comme avec l'anglais, le sheng, le english au Kenya, comme avec Urban Wolof, Wolof pur au Sénégal. Il n'y a pas en fait vraiment des frontières discrètes, mais c'est des continuums où les gens glissent et qui ont plus de... où les frontières ont plus d'importance symbolique en fait que d'importance dans les interactions. Parce que tout le monde parle pidgin, mais les attitudes au pidgin ou à l'anglais nigérian peuvent être très fortes, très violentes, hein, en fonction de ce que si on veut voir que c'est une appropriation d'une langue coloniale ou encore une néocolonisation parce qu'on utilise maintenant une broken version of English. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais on va continuer. Oui, alors moi, quand vous avez dit par exemple dans vos conclusions que le fait d'imposer une réglementation, le fait de vouloir épurer, de dire que la langue devrait être régie par des règles et donc être épurée et donc être écrite avec la bonne orthographe, etc. Moi, ça me fait penser en fait qu'il y a aussi les mêmes dynamiques ici chez nous, par exemple, et que quelque part, le fait que la langue française, par exemple, est influencée et traversée par des néologismes, aussi des cultures, des autres langues qui viennent aussi des cultures différentes du fait du brassage culturel, etc. Et que ça provoque aussi une grande résistance ici, où beaucoup de gens vont dire maintenant il faut parler une langue épurée, et puis et donc voilà, enfin moi ça me marque par rapport à ça. Et de voir qu'il y a aussi des dynamiques qui se voient ici, et par rapport à cette question de colonialisme aussi, où finalement on va entendre des choses comme on a l'impression d'être colonisé ici, des choses comme ça. Voilà, juste une réflexion. Oui, ce qui est intéressant, juste une petite réaction, c'est bien sûr qu'une langue pure, c'est une langue dont on a oublié les impuretés, hein, parce qu'on ne se souvient plus de tout ce qu'on a intégré. Donc, oui, mais merci pour le constat, oui. Mais c'est poursuivre la question de Yann. Je comprends l'idée de dire que, en fait, il n'y a pas une différence entre les non-créoles et créoles de principe. Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un danger pratique si on dit finalement il n'y a pas tellement de différence entre le français parlé en France, le français parlé dans un pays en Afrique et un créole basé sur qui a un substrat français. Est-ce qu'il n'y a pas un danger où justement ça favorise la conception populaire que le créole est du français mal parlé, que du coup, si des locuteurs du créole mais qui ne parlent pas français sont scolarisés en français, en fait ils sont scolarisés dans leur propre langue. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de cette conception-là? Bon, le problème commence avec une scolarisation des enfants créoles en créole, si ça en fait implique un créole standardisé. Hein. Il y a la même exclusion que quand on enseigne ses enfants en français, en fait. Hein. Parce que c'est l'enseignement des langues dans tous les contextes formels est tellement basé sur une notion du standard qui est vraiment incompatible avec la notion d'un créole, d'une langue qui
peut encore évoluer. Pas évoluer dans ce sens, mais je veux dire changer librement. Parce que c'est ça, en fait, l'histoire de naissance des créoles, n'est-ce pas? Une créativité, en fait, en face d'une grande contrainte. Ouais. Est-ce que parfois, justement, l'idée de reconnaître les créoles comme étant des langues... L'idée de reconnaître les créoles comme étant des langues à part entière, et donc n'étant pas admettons un dialecte de l'anglais ou un dialecte du français, est-ce que ça ne permet pas justement, je pense que c'était un peu ça l'idée, de protéger les locuteurs de jugements négatifs qui seraient ah ben voilà quelqu'un qui parle, donc on peut penser à la Jamaïque avec le continuum en Jamaïque. C'est peut-être important que les locuteurs qui parlent disons la version la plus, ou la variété la plus basse du continuum soient reconnus comme étant en fait non pas des locuteurs de l'anglais mais des locuteurs d'un créole qui est une langue différente, ce qui leur permettrait de s'extraire de cette échelle où ils sont situés au bas, parce que les jugements qui sont attachés à une version très différente, très éloignée de l'anglais standard, sont des jugements très négatifs. Mais bon, où commencer? Les locuteurs des langues créoles, comme les locuteurs de langues africaines, qui ne parlent pas en fait une version coloniale donc standard des langues officielles, sont exclus, ne pas pour des raisons linguistiques, mais pour des raisons en fait socio-économiques et très souvent racistes. Donc on ne peut pas réparer cela avec des interventions linguistiques. Par contre, on risque en fait un effet opposé parce que quand on en fait maintenant insère ces langues dans un système du standard qui sert l'exclusion, on le sait tous, le standard crée l'exclusion sociale. On l'a tous vécu dans les sociétés dans lesquelles on a grandi, je suis sûre. En fait, là, on enlève leur langue maternelle aux enfants. Donc, en fait, on les exclut doublement parce qu'on leur sert maintenant une variante de leur langue maternelle qui n'est plus la leur parce qu'elle est devenue le standard, donc elle est réglementée par une institution. On a vu ça très souvent. Pas tellement, je ne suis pas vraiment familière avec les contextes créoles, mais on a vu ça très souvent avec les langues standards qui ont été introduites, par exemple en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, les variantes standards du berbère, par exemple, qui étaient censées en fait lever le statut du berbère, mais qui ont en fait créé des enfants qui étaient censés avoir leur langue maternelle à l'école, mais en fait étaient doublement punis. Et la même chanson s'applique un peu partout où on a introduit les langues standards. Donc si vraiment on veut élever les statuts de ces locuteurs, il faut arrêter de les marginaliser socialement, économiquement, et leur langue et leur manière de parler aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'on va libérer notre conférencière et d'autres personnes aussi qui ont peut-être d'autres obligations encore ce soir. Mais je crois que quelques personnes, si elles veulent encore discuter quelques minutes avec Frédéric après. En tout cas, je vous remercie tous et je remercie surtout Frédéric de nous avoir donné cette conférence et de nous avoir ouvert l'esprit. Et en tout cas, moi qui ne suis pas linguiste, j'ai appris énormément de choses. Merci beaucoup.